Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle virée de l'été. On a un programme très chargé entre Mouilleron-en-Paré, Bazoges-en-Paré. Dans un instant, on va aller dans la maison natale de Jean de Lattre de Tassigny, maréchal de France, figure notamment de la Seconde Guerre mondiale, mais pas que. Pour se remettre de ses émotions, on va découvrir la chanteuse Luane avant d'aller boire un petit coup de bière. La brasserie La Muette à Bazoges-en-Paré, paraît-il, un petit bijou de bière. Et puis Arnaud ne fait rien comme tout le monde. Arnaud Barillet, vous le savez, c'est du kitesurf qu'il va nous proposer aujourd'hui. Ambiance garantie. Allez, c'est parti, on a un programme tellement chargé, tellement chargé. Bienvenue ici dans la maison natale de Jean de Lattre de Tassigny. On va évoquer avec Jean-François Bourrasso, le conservateur du Musée national des Deux Victoires, la figure de ce héros du XXe siècle, la deuxième DB, l'Indochine, mais pas seulement. Et on va l'évoquer avec simplicité, puisqu'ici, tout est resté dans son jus. Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors c'est pas chez toi, mais un peu quand même, j'ai envie de dire. C'est pas tout à fait chez moi. Ça va, il y a pire comme conditions de travail. C'est un peu difficile, effectivement, surtout l'été. Alors dis-moi, ici on évoque dans ce très beau jardin, alors évidemment c'est la maison natale de Jean de Lattre, mais plus largement Mouilleron-en-Paré. Finalement c'est un haut lieu de l'histoire française, au cœur du bocage. C'est très surprenant. Absolument. Donc il se passe que c'est effectivement Malraux, en 1959, qui a décidé de faire un musée qui faisait un parallèle avec les deux hommes qui sont nés ici. Un Clémenceau, républicain, protestant, et de Lattre, un catholique, royaliste dans la famille. Donc tout ça, ça faisait une idée d'unité nationale et du fait qu'ils aient signé tous les deux l'arrêt des deux conflits mondiaux. C'est le premier musée. Et après, la maison natale a été achetée par l'État et ouverte au public. On peut dire que finalement, c'est un peu malheureux, mais ce qui reliait ces deux hommes, c'était la guerre. Oui, absolument. De Lattre, c'est un homme de guerre. Deux hommes de guerre. Toute sa carrière, c'est faire la guerre. Oui. Il fait des études de soldat, il fait la guerre tout le temps, puisque... Oui. Il va commencer la guerre en 1914-18, il a 25 ans. Oui. Ensuite, il va partir au Maroc pendant 4 ans. Ensuite, il va se préparer pour la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est le mot, c'est-à-dire qu'il fait l'école des futurs maréchaux, comme on dit. Et puis, il se met en pleine zone à Metz en 1939. Et puis ensuite, il va être responsable militaire de l'embryon de l'armée européenne. Et puis, il repart en décolonisation avec l'Indochine. Et il meurt en 1952. Au travail, en train de faire la guerre. Et puis Clémenceau, c'est la guerre, donc 14-18. 14-18, c'est là qu'il a fait rentrer dans l'histoire. Bien évidemment. Un tout petit mot sur la relation encore Clémenceau de Lattre. Ils se connaissaient ? Alors, ils se sont rencontrés. Ils ont 40 ans de différence, déjà. Il faut bien voir. Et ils se sont rencontrés en 1921 pour l'inauguration du monument aux morts de Mouilleron-en-Paré. Là où se passent tous les discours des hommes politiques actuels. Parce que figurez-vous qu'au départ, c'est une réconciliation mouilleronnaise, puisque ces deux familles se détestaient fortement, les grands-parents évidemment, puisque ce sont les deux Vendées, les deux France, si on veut dire. Et donc, le père de Lattre, Roger de Lattre, orléaniste, invite le vieux radical qui accepte. Et c'est la première fois que Clémenceau entre dans la maison chez de Lattre. Il est invité pour la première fois dans cette maison. Et puis ensuite, de Lattre va participer à cette manifestation patriotique. C'est Clémenceau qui lui demande de distribuer les médailles. Et ils vont se rencontrer ici pour la première fois. Et après, ils vont se voir quasiment tout le temps. Alors, on va évoquer la figure de Lattre de Tassigny intime, puisqu'on va aller carrément dans sa chambre, la chambre où il dormait quand il revenait. Absolument. Parti. Alors ici, ça aurait pu être une autre pièce que nous aurions choisie, la salle à manger, la chambre familiale, la chambre du petit Bernard, tout au fond. Et pour évoquer Jean de Lattre intime, on va rentrer dans sa chambre, sa vraie chambre, là où il dormait quand il était là, et là où il garde un certain nombre de souvenirs de famille. Jean-François, cette pièce-là, elle raconte beaucoup de Jean de Lattre. C'est la chambre dans laquelle il est toujours venu à Mouilleron-en-Paré. Oui. C'est depuis son enfance, quand il venait, donc enfant jusqu'à avant 8 ans. Et puis après, quand il est pensionnaire, c'est là où il vient. Quand il passe ses concours militaires, c'est là où il est. Quand il est blessé à plusieurs reprises pendant la guerre 14-18, c'est là où il vient se reposer. C'est là où il vit, tout le temps. Il était issu d'une famille très, très bourgeoise. C'était un homme simple. Noble. Une famille d'aristos. Ouais. Et il était simple, austère. Comment on peut le qualifier ? Le mot simplicité n'est pas juste, à mon avis. C'est vrai ? Oui, c'est quelqu'un de très complexe et quelqu'un de très... Il n'est pas simple. Bon.
Malraux disait qu'il aurait pu être ambassadeur, enfin, etc. Donc c'est quelqu'un Il était intérieur, c'est calculateur. Oui, et qui est tout à fait au courant de la géopolitique, etc. Quand il fait la guerre, il sait où il va, il analyse l'ensemble de la société. C'est un intellectuel. Avait-il une haute idée de lui-même? Je pense que, de toute façon, quand il fait de la communication, il ne s'oublie pas en communication. Parce qu'il était très précurseur sur la communication. Sur la communication notamment. Mais qui part d'un bon système, c'est-à-dire que les Français, en 1945, oublient que ces soldats sont encore en train de se battre en Allemagne, et la vie politique est reprise avec De Gaulle à Paris. Et eux, ils sont en train de encore se battre pour la France, et on oublie un petit peu, on en a marre, on veut passer à autre chose. Donc ils communiquent énormément, cinéma, affiches, photographie, bande dessinée. Il est très... Et donc, il a aussi une place quand même sur certaines des affiches. Bon, on n'aura pas le temps d'en dire plus. En tout cas, moi, je vous recommande de passer une bonne demi-journée, voire une journée, parce qu'il y a une petite aire de pique-nique ici, à la maison natale de Jean Delatte de Tassigny. Il y a le musée des Deux Victoires, qui est partiellement ouvert. L'an prochain, il y a plein de nouveautés, avec une maison natale de Clémenceau, qui va également étoffer ce parcours patrimonial et historique. Merci Jean-François. Merci infiniment. Merci. On va continuer notre petite promenade. Je vous propose de partir à la découverte d'une chanteuse assez atypique, vous allez le voir. Et puis on se retrouve juste après. On sera alors dans un registre différent. On va aller boire un coup. On va aller à la brasserie La Muette à Bazoges-en-Paris, juste à côté. Qui es-tu? Je t'ai perdu. Es-tu poison, du chaudron, une vipère, une bouffée d'air, je ne sais plus. Dans son appartement du bord de mer, Emmanuelle Boutin, dit Méluane, se chauffe la voix. Comme tous les jours, elle répète quelques-unes de ses chansons, en compose de nouvelles. La musique fait partie de sa vie depuis de nombreuses années déjà. Alors j'ai commencé toute petite le piano, enfin toute petite, vers 8 ans. Et après donc j'ai découvert le chant donc à la fac de musicologie à Tours, donc voilà, en tant qu'étudiante. Et c'est là où ça a commencé, on va dire, à devenir un peu plus sérieux et où j'ai eu envie d'écrire mes textes et d'écrire des chansons. Auteure, compositeur et interprète, elle puise son inspiration dans son quotidien, ses rencontres et ses expériences. C'est inconnu, est du mensonge, une triste éponge, pas de travers. Quand on parle d'elle, on la définit comme une chanteuse à texte, dans la même lignée que Linda Lemay ou Daphné. J'écoute un peu de tout, donc non, il n'y a pas vraiment un artiste qui m'a influencée. Non, j'ai envie de dire, c'est ce qui me vient. Dans la vie de tous les jours, Emmanuelle est institutrice. Elle dirige la chorale de l'école et utilise le chant pour enseigner. Si elle a quelquefois envisagé de tout quitter pour se consacrer à la chanson, elle reste lucide sur les difficultés du milieu. Je sais que c'est pas forcément facile, donc dans un premier temps, oui, voilà, je pense que c'est avoir les pieds sur terre et de garder le métier qu'on a, et puis après, tout dépend des propositions. Pour se faire connaître, elle donne différents concerts dans des bars vendéens. À l'avenir, elle aimerait jouer dans de plus grosses salles entourée de son pianiste et d'autres musiciens. Un projet de clip est également en cours d'élaboration. Bienvenue à la ferme brasserie La Muette chez Maxime Tripoteau. La bière, pour lui, au départ, c'est une passion. Il a commencé à en faire en amateur, pour son plaisir, pour les copains. Et puis petit à petit, tout ça a pris beaucoup de place, au point qu'il en a fait son activité professionnelle. On va aller découvrir, bien sûr, comment il travaille, et puis la qualité également de ses bières. Tout le monde en dit le plus grand bien. Il a même été récompensé plusieurs fois au Salon de l'Agriculture à Paris. C'est parti. Salut Maxime. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, et vous? Alors merci de m'accueillir ici dans ta brasserie. Maxime, moi je m'attendais à quelque chose d'assez artisanal. On est quand même on est peut-être un peu sur du semi-industriel aujourd'hui? Non, du tout, non. On est vraiment sur de l'artisanal. C'est vrai? Il n'y a pas de souci. On est une petite production locale. Ouais. Cette pièce-là, elle sert à quoi? Alors là, c'est la salle de fermentation, la partie de gauche, et la partie de droite, on a le conditionnement avec l'étiqueteuse et la soutireuse. Comment t'es venue cette idée de fabriquer de la bière? Alors ça remonte à il y a pas mal d'années maintenant. T'aimes ça, je t'es suis passionné par Je suis la passionné, bière. oui, effectivement. Ouais. Je vais voir la brasserie, oui. Dis-moi. Je suis passionné par la bière depuis pas mal d'années, et puis voilà, j'ai brassé amateur avant. Et de fil en aiguille, on a commencé en 20 litres, 30 litres, 40 litres, et maintenant on brasse sur une salle de brassage, on va dire, artisanale. C'est ça? Voilà, c'est ça. Là, c'est la partie brasserie. Hein. Ouais. Donc on est encore sur des tanks à lait modifiés. Hein. C'est fait main, on va dire. Oui, oui. C'est manuel, mais ça fonctionne bien. Je pense que les gens sont assez friands de produits locaux. La bière était un peu, dans notre région, très peu représentée.
Et à l'heure actuelle, c'est intéressant de pouvoir consommer des produits locaux et de la bière locale encore plus, je pense. Parce que ce qu'il faut réaliser, c'est qu'ici, il fait une température qui est énorme, il fait extrêmement chaud. Exactement. C'est normal parce qu'ici, on est en train de faire chauffer des choses. Alors, C'est il y a ça. 2 cuves ici. Un tout petit mot très rapide, tu nous expliques ce qu'il y a dans ces cuves. Donc là, on a 4 cuves à l'heure actuelle. On a une cuve avec de l'eau qui est en train de chauffer. Ici. Là, on a une cuve avec du grain, le malt, de l'orge peut le toucher concassé. On peut toucher, bien sûr, on peut même le manger, il n'y a pas de problème. Voilà, ouais. Voilà, donc le malt concassé. Et après, on a 2 cuves d'ébullition, donc il y en a une qui est vide, et puis il y en a une où il y a déjà du mou, en fait, de la future bière, une eau colorisée, sucrée. On peut déjà la voir. Là, on va commencer l'ébullition, d'ici un quart d'heure, ça va commencer le mou sera porté à ébullition d'ici un quart d'heure. Et après, on va venir ajouter le houblon, qui va l'aromatiser. Et une fois, donc, on va le faire cuire pendant 1 heure, et une fois la cuisson terminée, du mou plus du houblon, on va venir le refroidir et l'envoyer en cuve de fermentation. Voilà. Et après, on va ajouter la levure qui va venir coloniser le mou, consommer le sucre et générer l'alcool et la bulle, le CO2. Ça passe derrière le bar. Ouais, Est-ce que c'est là qu'on te retrouve le plus souvent? Non, je suis quand même plus souvent à la brasserie, C'est vrai mais de on peut dire me retrouver ça. ici C'est le ça, vendredi et le ça samedi. Ah, le vendredi souvent. et le samedi La soir, fin de semaine. c'est pour les copains ici et pour la dégustation. Les pour copains, les et puis les gens qui clients. passent aussi, on fait une dégustation tous les vendredis, tous les samedis. On est ouvert à l'année, c'est pas très compliqué. Nous, c'est tous les vendredis, tous les samedis, 17h, 20h, toute l'année, y compris les jours fériés. Voilà. Y compris l'été. Et y compris l'été, tout à fait. Profitez-en pour venir nous voir. Quels sont les... Alors, on va goûter en tout cas ta bière. Oui. Quelle est la spécificité de ta bière? Par exemple, celle que tu vas me servir là, qui te semble importante pour toi. Alors, je pense, là, on a de la triple houppe, c'est de la bocage à la pression. On est sur des bières qui sont assez houblonnées, très aromatiques, très fruitées. Et il y a un petit... on a des notes, même agrumes, litchi, qui se dégagent de cette bière-là. D'accord. Elle a une odeur somptueuse. Et un goût très particulier, assez atypique en fait. C'est assez orangé en attaque, en début C'est de la bouche. bière que tu vends le plus, c'est une bière de dégustation. C'est une bière de dégustation. On est d'accord, on n'est pas sur de la bière de soif. Alors, si on a soif, on peut en boire, il n'y a pas de problème. Non, c'est une bière d'apéritif, Je c'est sens la une réponse. bière de dégustation, effectivement. Mais là, on est sur une bière de haute fermentation. Et comme type, c'est une IPA, une Indian Pale Ale. En fait, c'est à la base une bière qui était destinée à l'export pour les colons en Inde. Et les brasseurs anglais qui la brassaient à l'époque mettaient plus de houblon et brassaient une bière un peu plus alcoolisée, de manière à ce qu'elle puisse se conserver dans toute la durée de l'export, toute le transit de la bière jusqu'aux Indes. C'est la bière que t'aimes? Donc c'est celle-là. là, on est sur mon type de bière, exactement. C'est ce que tu as J'aime bien ce genre de bière. envie de fabriquer. C'est ce qui t'a donné le goût de la bière. C'était d'abord ce type de parfum. J'ai envie de reproduire ça. C'est ça, oui, tout à fait. C'est des bières assez houblonnées, avec des notes fruitées au niveau du houblon. Merci Maxime, merci en tout cas de nous avoir fait découvrir ta bière. Bien sûr, vous pouvez la découvrir tout au long de l'été du côté de Bazoges en Paray. Pour l'heure, c'est l'heure de rejoindre Arnaud Barrier qui lui est encore sportif. Ce qui n'est pas mon cas, vous l'avez compris. What am I gonna do with this? It's not what I had in mind. Where am I gonna go? Who's gonna give me dough? What am I gonna do with this? Essai numéro 1. When am I gonna make this work? Every day the fog gets thicker. Un peu plus fort. Where am I gonna go? Who's gonna give me dough? Gonna make this work. Oh, c'est parti. Ça y est. On met la voile là-haut. Et maintenant, petit coup à droite. Ouais, tranquille. You to whisper to me
Ainsi s'achève cette nouvelle virée de l'été. Demain, nous serons du côté de Saint-Juire avec l'ami Willy. On va cuisiner et puis on ira aussi du côté du château de l'Hermenot pour visiter là encore un haut lieu du patrimoine. Arnaud Barillet, quant à lui, vous proposera comme d'habitude l'une de ses folies. Il en est coutumier. Et puis si vous voulez prolonger et connaître encore un petit peu plus l'histoire de Mouilleron-en-Parais et au-delà l'histoire de la Vendée, jeu@tvvendée.fr, je vais vous permettre de remporter des petits fascicules qu'on nous a donnés au Musée national des Deux Victoires. N'hésitez pas à jouer et à demain. Salut!